Il y a de la glace partout, aussi loin que porte le regard. Un désert blanc recouvre l'entrée de ta grotte, celle où tu vis avec le reste de ta tribu. Tout le monde est réuni autour d'un foyer pour essayer de se réchauffer, se racontant des histoires sur la tempête de neige de l'autre jour. Certains courent partout en jouant, en lançant des bâtons, tout ce que les gens faisaient pour s'amuser il y a 300 000 ans. Tu es l'un des premiers Homo sapiens à avoir marché sur la Terre. D'autres dorment ou se reposent simplement les yeux. Tout autour de la grotte, tu n'entends que des estomacs qui grondent. On dirait un animal sauvage qui rôde. Tu regardes par la bouche de la grotte et tu vois que la tempête s'est calmée. Il est temps de prendre des outils et de sortir en groupe. Dans la nature sauvage, tu trouves quelques baies couvertes de neige et des plantes qui pourraient être comestibles. Mais ce n'est pas suffisant pour nourrir toute la tribu. C'est l'âge de glace et il n'y a pas beaucoup de végétation qui pousse. Un de tes amis repère de grandes empreintes de pas dans la neige. La chasse est ouverte. Tu n'es pas capable d'identifier l'animal, mais il devrait suffire à nourrir tout le monde pendant quelques jours. Alors que tu t'enfonces dans la forêt enneigée, tu entends un grognement derrière toi. Tu espères que c'est ton estomac, mais tu jettes un coup d'œil derrière toi et tu t'évanouis soudainement. Une période glaciaire est une période pendant laquelle de grandes couches de glace recouvrent tout, modifiant la Terre de façon permanente. Elle est en partie responsable de l'élévation et de l'abaissement du niveau des mers, ainsi que de la disposition actuelle des continents. Imagine des couches de glace épaisses et monstrueuses étalées sur ce qui est aujourd'hui le Canada, la Scandinavie, la Russie et même l'Amérique du Sud. Tout cela a entraîné un changement radical du niveau des mers et une chute spectaculaire des températures dans le monde entier. Et on ne parle pas d'une seule période glaciaire, il y en a eu plusieurs. Les scientifiques affirment qu'il y a eu 5 grandes périodes glaciaires au cours de l'histoire, qui ont duré des millions d'années. Et nous sommes en plein milieu de l'une d'elles en ce moment. Détends-toi, ne panique pas. Cela ne signifie pas que nous allons tous dormir à côté de feux de camp pour essayer de nous réchauffer après avoir passé la journée à chercher des mammouths laineux. Et non, il n'y aura pas de tempête de glace géologique massive qui gèlera tout sur son passage. Les âges glaciaires comportent des périodes plus chaudes qui vont et viennent et durent des dizaines de milliers d'années. En fait, il y a des milliards d'années, la Terre était une boule de neige géante sans vie. Et le Soleil de l'époque n'était lui aussi qu'une jolie petite boule de gaz incandescent sans assez de chaleur pour faire fondre toute cette glace. Mais à mesure que le Soleil est devenu plus gros et plus chaud, la glace de la Terre a lentement fondu, créant la sphère verte et bleue que nous connaissons aujourd'hui. Nous vivons dans la période glaciaire quaternaire, qui dure depuis 2,6 millions d'années, et elle n'est pas finie. Certains animaux ont prospéré pendant cette dernière période glaciaire, comme les baleines et les requins. Ils sont au sommet de la chaîne alimentaire depuis des lustres. En dessous d'eux se trouvent les phoques, certaines espèces de poissons, les loutres et jusqu'au minuscule plancton. Et plus haut, sur la surface froide, les mammifères ont dû se faire pousser une fourrure épaisse et hirsute pour rester au chaud. Les anciens mammouths, rhinocéros et bisons étaient connus pour avoir d'épaisses couvertures sur eux. Ils étaient superbes. Ils étaient herbivores et mangeaient de petits arbustes et l'herbe qu'ils pouvaient trouver. Mais il y a plusieurs milliers d'années, les températures ont commencé à augmenter et la plupart de ces animaux se sont éteints. Ceux qui sont restés ont évolué pour devenir les éléphants, les hippopotames et les rhinocéros actuels. Tu te réveilles de ta torpeur et tu te retrouves face à une créature qui ressemble un peu à un lynx des temps modernes. Sauf qu'elle est beaucoup plus grosse et plus poilue. C'est un smilodon, une version épique du tigre à dents de sabre, avec un regard méchant. Il fait à peu près la même taille qu'un lion mâle et possède 2 crocs avant qui font réfléchir à 2 fois avant de quitter la sécurité de la grotte. Ils ont l'air effrayants, mais les scientifiques pensent que leur morsure n'était pas aussi puissante que celle des tigres ou des lions actuels. Ce qui les rendait coriaces, c'était leurs pattes avant géantes qu'ils utilisaient pour terrasser quiconque les cherchait. En meute, ils étaient même capables d'abattre des mammouths. Quoi qu'il en soit, tu n'as pas envie de te réveiller à côté de ce chaton. Il te regarde fixement, prêt à bondir. Mais toi et tes amis, restez calmes et reculez lentement. Tu as l'idée géniale de lancer une pierre pour le distraire, puis de courir. De nos jours, il est presque impossible pour un humain d'échapper à un lion ou à un tigre, mais les humains de l'époque étaient beaucoup plus en forme.
Une fois le danger passé, tout le monde continue à chercher de la nourriture. La nuit tombe et tu n'as rien trouvé à rapporter à la grotte. Soudain, tu sens une odeur de brûlé. Au loin, tu vois une fine colonne de fumée qui s'élève dans le ciel. Un autre campement, tes amis et toi vous regardez les uns les autres et vous approchez de la fumée avec précaution. L'Homo sapiens est apparu il y a environ 2 à 300 000 ans. Mais l'histoire humaine n'a pas surgi de nulle part. Il y a 7 millions d'années, certains hominidés existaient déjà. Ils ont laissé leurs ancêtres chimpanzés dans la jungle et ont commencé à vaquer à leurs occupations. Et cela ne s'est pas produit qu'une seule fois. Au cours des millions d'années qui ont suivi, il y a eu plus de 20 espèces humaines différentes. Certaines sont nos ancêtres, d'autres étaient les rameaux d'une branche complètement différente. Certains étaient tout petits, d'autres mieux adaptés au temps chaud ou froid. Avant même de t'en rendre compte, tu vois un groupe d'hommes de Néandertal qui préparent de la viande et aiguisent leurs outils. Les Néandertaliens ont été les premiers à migrer vers l'Europe. Les scientifiques pensent qu'ils étaient là il y a 40 000 à 400 000 ans. Ils occupaient toutes les zones entre l'Europe et l'Asie, alors que l'Homo sapiens, c'est-à-dire notre ancêtre, était encore tout en bas en Afrique. Tu entres dans leur camp et tu vois immédiatement leurs différences. Ils sont trapus et ont une apparence un peu différente, mais il y a des similitudes, comme les dents plates pour mâcher et ronger, et des crânes volumineux pour abriter leur gros cerveau. Ils portent même des vêtements comme toi. Selon les archéologues, ils vivaient dans des abris et fabriquaient des outils avec des pierres, des bâtons et des os. Ils t'accueillent à l'intérieur et te donnent droit à une visite guidée exclusive. Tu rencontres officiellement une autre espèce humaine. Ils t'emmènent au fond de leur grotte et te montrent certaines de leurs peintures rupestres. Ils étaient les premiers artistes de leur époque. Beaucoup de leurs galeries existent encore aujourd'hui, comme celles que l'on trouve en Espagne. Tu connais leur style, des peintures minimalistes de serre, une grande empreinte de main. Ils se sont aussi essayés à la fabrication des bijoux. Ils fabriquaient des colliers avec des serres d'aigle et des crocs d'oiseaux. Ils ont aussi probablement été les premiers à exploiter le pouvoir du feu. L'ont-ils découvert lorsqu'un éclair a frappé un arbre ou lorsque l'un d'eux a tapé un caillou sur un autre caillou, créant une étincelle? Personne ne le sait vraiment. Mais ils ont été capables de le reproduire et de l'utiliser pour se chauffer, cuire des aliments, voir dans l'obscurité et se protéger. Après cette super visite, tu restes autour du feu de camp pour te réchauffer. Ils t'offrent même quelques vêtements supplémentaires pour le voyage de retour, principalement d'épaisses fourrures de mammouth. Si seulement vous pouviez vous parler, ce serait génial. Mais la nuit tombe et tu dois retourner dans ta tribu. Tu fais tes adieux et tu les remercies de t'avoir appris à dessiner un cerf et pour la nourriture qu'ils t'ont donnée. La période glaciaire a été importante pour le développement de l'Homo sapiens moderne. En raison du froid extrême et d'autres conditions difficiles, ils ont dû s'adapter pour survivre et se montrer aussi intelligents qu'innovants. Ils ont développé des outils avancés et utilisé même des aiguilles en os pour se coudre des vêtements chauds. Ils ont peut-être organisé le tout premier défilé de mode. Lorsque le climat a commencé à se réchauffer, ils ont développé des techniques agricoles pour assurer leur subsistance et se sont principalement installés près de grandes étendues d'eau comme les rivières ou les lacs, tandis que d'autres ont choisi d'être près des mers et des océans. Ils ont même été les premiers à domestiquer les animaux. Avance rapide de quelques centaines de milliers d'années, et nous voici. Que ressentirais-tu si tu rencontrais par hasard un membre de ta famille qui vivait il y a environ 9000 ans? C'est exactement ce qui est arrivé à Adrian Target, un professeur d'histoire à la retraite du Somerset en Angleterre. Il a remarqué un visage familier à la une de plusieurs journaux. Il s'agissait de l'image de l'homme de Cheddar. On parle de la ville de Cheddar, pas du fromage. Son squelette a été découvert en 1903 dans les gorges de Cheddar, près du Somerset. Ok, je comprends mieux. Les scientifiques ont utilisé son ADN comme modèle pour créer le portrait de l'un des plus anciens humains découverts en Grande-Bretagne, qui vivait à l'époque du Mésolithique, entre 10 000 et 8 000 ans avant Jésus-Christ. L'analyse initiale de l'ADN de l'homme de Cheddar a montré qu'il était un représentant typique de la société de chasseurs-cueilleurs d'Europe occidentale. Des années plus tard, grâce à l'utilisation de nouvelles technologies, les scientifiques ont réussi à établir qu'il avait des cheveux bruns ou noirs, une peau foncée et des yeux bleus.
En 1997, des chercheurs ont analysé le matériel génétique prélevé dans une molaire de l'homme de Cheddar et l'ont comparé à des échantillons pris sur des habitants de la région dont les familles étaient connues pour avoir vécu là pendant des siècles. Le test a révélé que M. Target était bien le descendant direct de l'homme de Cheddar. Les gènes ont été transmis de mère en fille sur 300 générations. La seule différence d'apparence évidente entre les deux était la couleur de peau. Lorsque les hommes ont migré vers le nord pour fuir le dur soleil africain, il y a plusieurs milliers d'années, leur peau s'est éclaircie afin d'absorber davantage de lumière solaire et de vitamine D. Mais ce processus ne s'est pas produit du jour au lendemain. Ainsi, la peau de l'homme de Cheddar est beaucoup plus foncée que celle de sa progéniture, née sous le froid soleil britannique. Monsieur Target a admis qu'il ne savait pas vraiment ce qu'il ressentait face aux résultats du test. Il n'a cependant pas été surpris car il a reconnu la forme de son nez et de ses yeux bleus dans le visage de son ancêtre. Son nom a fini par figurer dans le livre des records Guinness en tant que descendant le plus éloigné par ADN. L'étude de l'homme de Cheddar a également apporté de nouvelles preuves sur la date et la manière dont l'agriculture est apparue dans les îles britanniques. Les chercheurs ont conclu que notre héros de l'époque faisait partie d'un groupe étendu de familles d'environ 30 personnes. Il semble qu'il soit arrivé après la disparition du mammouth laineux, mais avant que l'agriculture ne s'installe dans la région. Le plus ancien arbre généalogique traçable, avant le cas de M. Target, remontait à 5200 ans, soit plus ancien que Rome. La lignée du clan chinois Kang s'étend sur plus de 80 générations. Elle comprend plus de 2 millions de personnes, dont le célèbre philosophe Confucius lui-même. Et il détient toujours le titre de l'arbre généalogique le plus précis et le plus long. Tu t'es déjà demandé combien d'ancêtres tu avais ? Faisons un peu de calcul. Tout d'abord, il y a 2 parents, 4 grands-parents, 8 arrière-grands-parents. Si nous continuons à multiplier par 2 et que nous remontons à 10 générations, nous obtenons 1024 ancêtres. Cela semble beaucoup, mais 10 générations, ce n'est pas beaucoup quand il s'agit de milliers d'années d'histoire de l'humanité. Il y a environ 20 générations, soit 400 ans, chacun d'entre nous devrait avoir 1 million d'ancêtres. Et il y a 800 ans, 1 trillion d'ancêtres. En théorie, cela nous laisse avec des centaines de billions de personnes, ce qui est pratiquement impossible puisqu'il n'y a jamais eu autant de personnes sur Terre. Imaginons qu'un homme ait vécu il y a approximativement 1000 ans. Sa fille était la 33e arrière-grand-mère de ta mère et son fils était le 33e arrière-grand-père de ton père. Cela signifie qu'il se trouve sur 2 branches de ton arbre généalogique, à la fois du côté de ta mère et du côté de ton père. La plupart des personnes qui ont vécu à cette époque apparaissent en fait sur nos arbres généalogiques non seulement 2 fois, mais des milliers de fois. Il y avait environ 200 millions de personnes sur Terre à l'époque. Cela signifie que chacune d'entre elles devrait apparaître 5000 fois sur l'arbre généalogique de chacun d'entre nous vivant aujourd'hui. Mais la vie n'est pas aussi mathématique que cela. Certaines personnes du passé n'ont jamais eu d'enfants, tandis que d'autres en ont eu beaucoup, ce qui signifie qu'elles figureraient sur l'arbre de très nombreuses fois. Steve Olson, auteur du livre Mapping Human History, a fait appel à un statisticien, un informaticien et un superordinateur pour calculer le degré d'interconnexion de l'arbre généalogique du genre humain. Si on remonte le temps de 2000 à 5000 ans, on rencontre un être humain qui pourrait considérer tous les êtres vivants comme ses descendants. Un voyage un peu plus loin dans le temps, disons il y a 5000 à 7000 ans, permettrait à toute personne vivante aujourd'hui de rencontrer leurs ancêtres, et il s'agirait des mêmes personnes. Cela confirme la théorie selon laquelle nos arbres généalogiques ne sont pas des pyramides inversées qui s'élargissent à l'infini, mais des diamants. On part de soi-même, et au fur et à mesure que l'on remonte plusieurs générations, on voit l'arbre s'élargir. Puis, à un moment donné, l'arbre commence à se rétrécir jusqu'à ce qu'il ne compte plus que quelques ancêtres, voire une seule personne. Cette personne a probablement vécu il y a quelques milliers d'années, sous le règne de Toutankhamon ou peut-être pendant l'âge d'or de la Grèce antique. Elle n'a rien fait de particulièrement remarquable et n'a jamais su qu'elle deviendrait l'ancêtre de près de 8 milliards de personnes vivant aujourd'hui sur notre planète. Alors, la prochaine fois que tu visiteras une exposition d'art égyptien datant de l'époque de la construction des pyramides, rappelle-toi que chaque hiéroglyphe et chaque bijou qui s'y trouve a été créé par l'un de tes arrière, multiplié par des centaines, grands-parents. Et cette momie au centre de la salle est très probablement aussi ton ancêtre.
En moyenne, la plupart d'entre nous peuvent remonter avec une grande précision jusqu'aux années 1600. Si tu décides de faire ton arbre généalogique, tu dois effectuer des recherches et en apprendre le plus possible sur tes ancêtres. Commence par la maison et examine tous les papiers et photos que tu peux trouver dans le grenier ou la cave. Les lettres, en particulier celles qui portent des dates, les diplômes, les bulletins scolaires, les journaux intimes et les cartes postales, seront tes meilleurs alliés dans tes recherches. Tu peux aussi te rendre à la bibliothèque ou aux archives locales. Elles devraient disposer de registres de recensement susceptibles de t'aider. Les résultats de ces recherches dépendront du statut social et de la richesse passée de tes ancêtres. Il est toujours plus facile de trouver des données sur une personne riche et importante pour sa communauté. Dans certains cas, les actes de naissance peuvent avoir été détruits ou égarés. Les origines peuvent également influer sur la recherche, car de nombreuses cultures avaient des histoires orales et ne consignaient rien par écrit. En Europe occidentale, on a commencé à tenir des registres généalogiques au cours des années 1500. Auparavant, les membres de la famille mémorisaient l'ensemble de leur lignée et, bien entendu, ils ne se souvenaient le plus souvent que des noms. Parfois, ils se souvenaient aussi d'événements majeurs et d'ancêtres importants. Dans certains cas, dans l'Antiquité, la généalogie a permis de trouver l'héritier légitime du trône. Les rois et les notables candidats au poste présentaient leur arbre généalogique, tout comme on envoie aujourd'hui un CV et une lettre de recommandation. Les États-Unis n'ont commencé à tenir des registres généalogiques que vers 1910. La Suisse a des archives qui remontent à plus de 700 ans. À titre de comparaison, la Chine le fait depuis plus de 2000 ans. Les parents âgés constituent une autre source inestimable de connaissances. Chaque objet que tu trouveras et que tu leur montreras sera probablement à l'origine d'une histoire longue et intéressante, pleine de noms et de détails. Il existe de nombreux sites web gratuits qui peuvent t'aider à organiser les informations que tu trouveras. Plus le site compte d'utilisateurs, plus il est probable que tu découvres certains de tes ancêtres dans l'arbre de quelqu'un. Tu peux aussi utiliser tes découvertes, en particulier les histoires que tu parviens à reconstituer, pour rédiger ton livre d'histoire familiale. Sache que cette recherche peut prendre de nombreuses années. Plus il y aura d'ancêtres trouvés, plus il en restera à découvrir. Si tu préfères la biologie... Tout au long de l'histoire, les gens ont commencé les tatouages pour se protéger de la sorcellerie, revendiquer leur appartenance à des groupes, déclarer leur amour, honorer leurs proches ou tout simplement s'exprimer. Et il semble que les tatouages ne soient pas partis pour disparaître de sitôt, car en 2022, 46% de la population des États-Unis en arborait au moins un. C'est pourquoi il n'est pas étonnant que le tatouage ait pris la 6e place parmi les industries à la croissance la plus rapide du pays. Et l'on peut supposer que ce pourcentage ne fera qu'augmenter. Mais t'es-tu déjà arrêté pour te demander quand cette forme de modification corporelle est apparue et comment elle a évolué au fil des ans? Laisse-nous te le raconter. Les tatouages remontent à des milliers d'années. As-tu entendu parler d'Otzi, l'homme des glaces? C'est une momie vieille de 5200 ans qui a été retrouvée encastrée dans la glace en 1991 dans les Alpes de l'Ötztal. Et oui, c'est comme ça qu'il a obtenu le surnom d'Otzi. Ce qui le rend pertinent à l'heure actuelle, c'est qu'il détient le record des plus vieux tatouages au monde. Il avait 61 marques sur le corps qui sont considérées comme des tatouages par les experts. Ces marques sont composées de lignes verticales et horizontales qui ont été créées à partir de pigments de cendre ou de suie. Otzi, cependant, n'essayait pas de se rebeller contre la société grâce à elle. Lorsqu'on a examiné les os d'Otzi en détail, on a remarqué que les zones tatouées de son corps correspondaient à une dégénérescence liée à l'âge ou à des blessures. Cela a laissé penser aux scientifiques que ces tatouages pouvaient être liés à des traitements visant à soulager l'inconfort, similaires à l'acupuncture. Cela explique aussi la répartition quelque peu aléatoire de ces marques sur son corps. Les experts estiment surtout que le fait qu'Otzi ait eu autant de tatouages signifie que d'autres personnes de sa culture connaissaient cette pratique et qu'il n'était pas la première personne à en porter. Bien que les tatouages d'Otzi soient considérés comme thérapeutiques, des traces de tatouages figuratifs tels que des animaux et autres ont également été découverts sur 2 momies égyptiennes vieilles de 5000 ans. En plus de repousser de 1000 ans les traces les plus anciennes de la pratique du tatouage en Afrique, cette découverte a également renversé la croyance selon laquelle seules les femmes égyptiennes se faisaient tatouer. Cependant, d'autres momies tatouées ont été retrouvées dans au moins 49 sites archéologiques différents, y compris au Groenland, en Alaska et aux Philippines,
ce qui suggère que les tatouages étaient un phénomène planétaire. Mais en dépit de toutes ces preuves qui montrent que l'art du tatouage est aussi ancien qu'universel, la date exacte et le lieu précis de son origine sont inconnus. Il existe des traces écrites qui font remonter les tatouages au 5e siècle avant Jésus-Christ en Grèce, où ils étaient utilisés pour marquer les criminels et les captifs, afin qu'il soit plus facile de les identifier. Les Romains et les Perses ont également utilisé le tatouage aux mêmes fins. D'autres cultures, en revanche, avaient des usages différents en tête. Aux Philippines, les tatouages étaient des symboles d'identité tribale, de parenté, de bravoure, de beauté, de statut social ou de richesse. On croyait aussi qu'ils avaient des propriétés magiques et agissaient comme des talismans protecteurs contre toute force maléfique. Par conséquent, le processus de tatouage était considéré comme sacré et impliquait donc certains rituels. Par exemple, si un artiste ou une personne qui allait se faire tatouer éternuait avant le début du tatouage, cela était perçu comme un signe de désapprobation des esprits. La séance était donc annulée ou reportée. Et lorsqu'un tatouage était achevé, une célébration était généralement organisée en son honneur. En ce qui concerne l'Égypte ancienne, les tatouages étaient à l'origine utilisés pour montrer un attachement à une déesse ou un dieu, et on leur attribuait une protection divine. Ce qui mérite d'être mentionné ici, c'est le fait que beaucoup des momies tatouées découvertes en Égypte étaient des femmes. L'une de ces momies est connue sous le nom d'Amonet, la princesse tatouée de Hathor et dont le corps présentait une variété de tatouages. Lorsqu'elle a été découverte, les experts ont d'abord pensé qu'en raison de leur emplacement, il s'agissait soit d'un traitement médical pour une infection du bas-ventre, soit de marques d'un statut inférieur. Mais ces dernières années, une étude plus approfondie a révélé qu'il s'agissait d'une personne au statut social considérable, ce qui a démenti la théorie précédente. Cette découverte a conduit certains chercheurs à penser que ces tatouages étaient peut-être une forme de protection contre les difficultés de la grossesse et de l'accouchement. Jetons maintenant un coup d'œil à l'histoire japonaise du tatouage. Le tatouage à des fins spirituelles et décoratives était très répandu au Japon, et il remonte de fait au moins 300 ans avant notre ère. Certains textes décrivent également le tatouage et d'autres marques corporelles qui auraient servi à démarquer le statut social des Japonais. Au XVIIe siècle, cependant, ce sont essentiellement les criminels qui étaient tatoués en marque de punition. Et au milieu du XIXe siècle, les tatouages ont été totalement interdits. Ceux qui en portaient étaient considérés comme des marginaux, alimentant une contre-culture de parias qui formerait plus tard la société des Yakuza. Mais d'où provient la fonction moderne et plus expressionniste des tatouages du monde occidental ? James Cook était un explorateur et capitaine britannique. Célèbre pour ses 3 voyages dans le Pacifique Sud entre 1768 et 1779. Pendant l'un de ces voyages, il s'est rendu sur les îles Tahitiennes où il a été initié à l'art du tatouage. Lorsqu'il a débarqué sur l'île, il a été surpris et impressionné par ces hommes et ces femmes abondamment tatoués et il a voulu le consigner dans son journal de bord. Ainsi, pour décrire cet art corporel, il a utilisé le terme « tattoo » après avoir entendu les habitants employer un mot similaire au sujet de leur marque. Avant cela, le tatouage était simplement désigné comme une scarification ou un marquage à l'encre. De nombreux membres de l'équipage de Cook sont rentrés de ce voyage en Angleterre avec des tatouages, ce qui, en retour, a répandu la tradition du tatouage parmi les marins. Ils ont commencé à employer celui-ci comme un moyen d'immortaliser leurs escales. Par exemple, ils se faisaient tatouer une ancre s'ils parvenaient à traverser l'océan Atlantique, ou une tortue s'ils traversaient l'équateur. Cela a pavé la voie au style de tatouage que nous connaissons tous. Au XIXe siècle, bien que les tatouages soient encore largement associés aux marins, ils se sont également répandus dans la haute société britannique. Dans les années 1870, ils faisaient même l'objet d'une mode chez certains membres de la classe supérieure, ainsi que chez les membres de la famille royale. Parmi les personnes qui en portaient au sein de la haute société figuraient Lady Randolph Churchill, la mère de Winston, le prince de Galles, futur Édouard VII, et ses fils, ainsi que plusieurs proches de la reine Victoria. On a même entendu dire qu'elle avait elle-même un tatouage représentant un tigre aux prises avec un python sur une partie de son corps qui pouvait être facilement couverte, juste au cas où. Tout cela a contribué à faire des tatouages un signe extérieur de richesse à la fin des années 1880. En 1891, le dermographe a été créé par Samuel O'Reilly, qui était lui-même tatoueur à New York. Sa conception était basée sur une modification du stylo électrique de Thomas Edison.
qui avait été pensé à l'origine pour aider les entreprises à dupliquer des documents. C'est aussi à peu près à la même époque que les femmes tatouées ont commencé à apparaître dans cette société, bien qu'essentiellement dans les cirques afin de divertir les gens. Quoique cette industrie ait fini par perdre en vitesse dans les années 1920, de plus en plus de femmes ont commencé à se faire tatouer comme une alternative économique au maquillage, car les produits étaient assez chers à l'époque. En 1939, Mildred Hull est devenue la première femme à ouvrir son salon de tatouage à New York. C'est d'ailleurs à cette époque que les États-Unis ont introduit leur système de sécurité sociale et de nombreux citoyens se sont fait tatouer leur numéro sur le corps en guise de pense-bête. Cependant, en dépit de cela, les tatouages décoratifs ont continué à être méprisés. Quelqu'un portant un tel tatouage dans les années 50 ou 60 serait généralement perçu comme un rebelle ou un délinquant par la plupart des gens. En 1961, le département de la santé de la ville de New York a même interdit les tatouages, car il les considérait comme un facteur de propagation des maladies. L'interdiction n'a été levée qu'en 1997. Aujourd'hui, les tatouages sont si répandus que même les jouets en arborent. Il n'y a donc pas d'interdiction, pas de restriction de style ou de couleur, et rien ne t'empêche de porter le tatouage de tes rêves. Sauf ta mère peut-être.